En aparté, avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de RMJ et aujourd'hui nous recevons Christian Mal. Bonjour Christian Mal. Bonjour à tous. Et l'émission est pilotée techniquement par Christophe Gourcerol. Bonjour Christophe. Bonjour Maïté, bonjour Christian. Christian Mal, vous étiez déjà venu dans ce studio afin de présenter votre ouvrage La roulotte bleue et il me semble que c'était en mai 2016. Aujourd'hui, vous revenez et nous en sommes ravis avec un nouveau texte qui s'intitule Arsène, le vieux laboureur aux éditions BOD et qui sont parus au printemps, en 2017. C'est ça. En quelques phrases, je vais d'abord faire un résumé du livre et puis si vous le voulez bien nous échangerons autour de votre écrit. En avant-propos et par une lettre adressée aux lectrices et lecteurs, vous présentez votre ouvrage comme étant la continuité du roman Le Fils des 4 saisons, publié aux éditions de la Vitizou. Alors, je vais vous dire, à la lecture, me sont apparues 2 parties dans cet ouvrage. Du chapitre 1 au chapitre 6, vous donnez aux lecteurs des témoignages du travail à la campagne et de la vie des agriculteurs depuis les années 50. Et puis, à partir du chapitre 7, le lecteur fait connaissance avec Arsène, 20 ans, qui reprend alors la ferme de ses parents. Donc, je reviens à la première partie, vous témoignez du changement qui a vu le travail d'agriculteur évoluer à partir des années 50. Années 50 où seuls les bras vigoureux des hommes associés aux chevaux et aux bœufs attelés aux outils rythmaient les travaux dans les fermes de la Basse-Marche et du Poitou. Lorsque, tout change en 1959, c'est l'arrivée du premier tracteur et d'autres machines qui vont reléguer les hommes à l'arrière-plan. Certes, l'homme va être de moins en moins sollicité, mais le travail va manquer et l'exode va commencer. Et si vous le dites vous-même, je vous cite, la désertification des campagnes, la fuite en avant, le progrès à tout prix. Alors là, je vais vous proposer un petit intermède musical. Vous en parlez dans le livre, les congés payés ont transformé la vie et de nombreux citadins prennent des vacances et nous allons suivre en compagnie de Charles Trenet les migrations le long de la route nationale 7. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. Nationale 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7. En aparté, avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes toujours sur les ondes de RMJ et nous venons d'écouter Route nationale 7 de Charles Trenet. Nous sommes en compagnie de Christian Mal, qui vient de publier un nouveau livre, Arsène, le vieux laboureur, et nous allons directement au chapitre 7, faire la connaissance de Arsène. Arsène a 20 ans et après une enfance heureuse entre Albert, le papa courageux, et Ernestine, la maman paysanne au grand cœur, Arsène s'oriente vers l'agriculture et il reprend la ferme de ses parents. C'est sa vocation. Albert, son père, possède un troupeau de 40 vaches laitières limousines et Arsène voit sa vie toute tracée. Bien sûr, il lui faut obtenir le certif, le certificat d'études qu'il obtient en 1963 et puis il est apprenti auprès de son père. Mais alors, de nouveaux tracas vont apparaître. La PAC, politique agricole commune, qui porte des textes officiels, source de profonds changements. Puis, à l'approche des années 80, Arsène s'agrandit et les journées ne sont plus assez longues. En 1983, c'est l'arrivée des quotas laitiers qui perturbe encore la gestion de la ferme. Mais Arsène ne se laisse pas démoraliser et il va diversifier ses activités. Il met en place de nouvelles cultures, dont le colza et le tournesol, et en parallèle, et pour gérer tout, de nouveaux matériels arrivent. Tracteurs, charrues à plusieurs socs, semoirs à grains. Seulement voilà, à 35 ans, il réalise qu'il est seul. Il est très seul. Ses parents vieillissent et lui, il n'a pas de compagne, il n'a pas le temps. Alors pourtant,
Pourtant, Arsène n'envisage pas la solution finale, comme vous le dénoncez dans votre livre. Nombre d'agriculteurs l'ont fait. Le nombre de suicides dans cette profession est très important. Vont suivre après, et je ne rentre pas dans les détails, les cultures intensives, les remembrements, l'arrachage des haies, la disparition du bocage. Et ensuite, après l'abandon des cultures, il va se tourner vers le mouton. Il va introduire quelques moutons. Ce qui nous permettra de faire une petite pause musicale avec la chanson de Michel Bernard, Les moutons. J'ai dans mon licage un bel équipage de jolis moutons. On part en voyage sur un grand nuage, on verra peut-être Pluton. Toutes ces planètes, ça tourne la tête. Il faut emmener plus d'1 million de petits moutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en rond d'oignon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits moutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en rond d'oignon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits moutons. Vous êtes toujours sur RMJ et nous sommes en compagnie de Christian Mal. Nous retrouvons Arsène le vieux laboureur et nous arrivons aux années 90, moment où les syndicats proposent d'ouvrir sur d'autres élevages. Mais Arsène va revenir complètement démoralisé de la visite d'un élevage de porcs en Bretagne. À la qualité, Arsène va devoir ajouter la quantité, c'est-à-dire maltraiter la terre avec les engrais et autres produits chimiques. Je vous cite, on assassine la terre. Puis Arsène a l'idée de réunir une douzaine de paysans avec pour projet de faire de la vente directe aux consommateurs. Tiens, ça semble d'actualité. À l'heure où le village se meurt, il ne reste plus que le bistrot de Francette. Et avec l'aide de la mairie, le magasin des producteurs du centre-bourg va connaître un vif succès. Alors là, je vais faire de grandes enjambées dans le texte. Arsène se sent de plus en plus seul, il perd ses parents et nous nous retrouvons en 2000. Arsène se dit que peut-être son amour de jeunesse, Francette, lui apporterait la tendresse qui lui manque. La réflexion est lente, Arsène est très réservé. Avec l'arrivée de nouveaux moutons, il a de plus en plus de temps pour s'occuper des laitières et il va monter une fromagerie. Encore une innovation. Bon, il va être un peu écœuré par les normes. Aseptiser, pasteuriser, protéger les humains des bactéries. Comme ça, ils n'auront plus de défense. Enfin, une petite note d'espoir. Francette et lui vont se rapprocher doucement, chacun faisant un effort vers l'autre. Puis sonne l'heure de la retraite et des vies personnelles beaucoup plus apaisées. Pardon d'avoir été aussi longue, mais votre ouvrage foisonne d'éléments intéressants sur la vie des agriculteurs. On sent que vous l'avez sorti de vos tripes. Christian Mal, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose au résumé que je viens de faire, des éléments importants que j'aurais oubliés? Non, j'aurais du mal à le faire moi-même parce que vous avez fait une remarquable synthèse de ce livre. Je vous remercie. Et puis des pensées aussi qui m'ont traversé tout au long de son écriture. Donc non, je ne rajouterai rien que tout ce qui a été dit. Très bien. C'est vraiment ça. En aparté, avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes toujours sur les ondes de RMJ et nous sommes toujours en compagnie de Christian Mal pour la sortie de son nouveau livre, Arsène le vieux laboureur. Alors, si vous le voulez bien, nous allons ensemble apporter quelques précisions sur l'écriture. Et tout d'abord, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs comment vous avez travaillé? Vous écrivez en avant-propos que des témoignages vous ont été apportés. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en fait, quand je parle de témoignages, c'est que je suis moi-même un fils d'agriculteur, né à la ferme, qui a grandi à la ferme, donc qui connaît bien cette vie-là des années 60, 50, 60. Et bien entendu, si beaucoup des agriculteurs de cette époque, donc les parents, sont décédés, malheureusement, tous les autres qui sont restés à la ferme dans les environs, aussi bien sur le canton de Mézières-sur-Issoire que celui de l'île Jourdain, ce sont des copains ou des amis avec qui je suis allé à l'école. Et l'occasion de parler de ces choses de l'agriculture, ces occasions sont fréquentes. Oui, vous êtes toujours en contact avec eux. Tout le temps. Voilà. Oui, toujours. C'est comme ça, c'est la vie. Et moi, je suis très attaché à cette vie de l'agriculture, à toutes les transformations qu'elle a subies ou qu'on a bien voulu lui faire subir, et dont pour certaines on se serait passé.
Donc je suis très à l'écoute de ce milieu qui, en fait, quelque part est le mien. C'est ça, il est en vous. Vous êtes il est né en- dedans et Oui. voilà. Oui, voilà. Ah, mais on le sent très bien dans votre livre d'ailleurs. On sent très bien que c'est quelque chose qui est votre racine, quoi. C'est Ce sont mes racines. Elles C'est sont ça. assez profondes. Ah oui. Assez profondes. Et c'est vrai que si vous écrivez sur un domaine que vous connaissez bien, et j'irai même plus loin, qui vous est très cher, vous allez avoir de quoi et de la matière pour la feuille blanche. Il n'y a pas de problème. oui, mais en plus vous le tournez de façon parfois super intéressante aussi. Hein. Vous avez fait un bon travail de collectage là, Merci. de remonter des souvenirs. Merci. Alors, moi, j'aimerais aussi que nous revenions ensemble sur la relation de Francette et d'Arsène. Bon, ça m'a particulièrement intéressée. Alors, je sais pas si c'est le côté féminin, je sais pas. Ils reviennent l'un vers l'autre. Je dis reviennent parce que ils se sont connus un peu adolescents, voire connus un peu plus, quoi. Oui, ils se sont connus adolescents. Bon, et puis alors, bien sûr, comme tous les adolescents, on flirte, et puis, bon, ça peut même aller un petit peu plus loin. Je crois que c'est le cas pour Arsène. Et bon, après, comme je le dis dans l'ouvrage, chacun a son caractère. Arsène a un caractère bien trempé, mais il se trouve que Francette aussi. Et chacun, dans son domaine, prend la relève des parents. Francette est une commerçante. Oui. Donc pour elle, si Arsène veut vivre avec elle, il faut qu'il vienne s'installer avec elle. Oui, mais Dans ça veut le dire laisser commerce. tomber la ferme. Et voilà. Et réciproquement, c'est le même raisonnement que tient Arsène vis-à-vis de Francette. Ce qui fait qu'on ne peut pas en sortir et qu'à un moment donné, ils se séparent sur des mots qui sont propres à Arsène et parfois haut en couleur parce qu'ils sont patois. Oui. Et que ça ajoute un peu de croustillant encore à l'affaire. Et donc chacun va être pris par son métier pendant toutes ces années d'activité, et puis c'est à un moment donné, alors que beaucoup d'années sont passées, que chacun recommence à penser à Mais l'autre. tous les deux font le même cheminement en fait, hein, et Oui. ils vont revenir doucement, lentement. Même j'ai l'impression que Francette aimerait que ça aille plus vite comme Oui, relation. elle est plus pressée. Voilà, elle est Oui, plus pressée. mais- Arsène est vraiment l'homme de la terre et qui réfléchit. Est-ce que vous avez voulu traduire qu'à la campagne, le temps est plus lent, la vie va moins vite, ça dépend des questions d'ailleurs, ou alors est-ce que c'est une question de génération? Question de génération, je ne sais pas, mais ce que je voulais illustrer, ça ne vous a pas échappé, c'est que je fais référence, oui, à cette manière de vivre qu'avaient nos parents paysans. Le temps importait peu. C'était la saison, et quand la saison arrivait, il fallait faire telle chose ou telle chose. Et ma foi, si on se levait des potrons minés et qu'on aille se coucher après à des 11 heures du soir, c'était pas grave, ça faisait partie du travail. On ne comptait pas 35 heures. C'est ça, c'était accepté, c'était comme ça. C'était comme ça faisait partie. Voilà, tout à fait. De la vie paysanne. Et bon, après, on avait d'autres saisons où c'était un petit peu plus léger, les vendanges, les choses comme ça. Voilà, plus relâché. Mais cette notion de temps n'était pas du tout celle que nous entretenons aujourd'hui avec le temps qui passe. Voilà, tout à fait. Et oui, ils n'avaient pas de montre d'ailleurs. Moi, je me souviens, papa n'avait pas de montre. Et lisait-il au soleil alors Oui, l'heure d'au soleil. L'euro déchoulé. Eh oui, l'heure du soleil. Très bien. Eh bien, ça va être pour nous le moment d'écouter une petite chanson de Bourvil, Le Petit Bal Perdu. Ça, c'est pour Arsène et Francette. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Bien, vous êtes toujours sur les ondes de RMJ. Nous sommes avec Christian Mal. Alors moi, je souhaitais aussi revenir sur la présence des tracteurs que l'on renouvelle, car il faut bien suivre le Massey Ferguson, le Société Française, les Renault. Enfin, cela vous semble-t-il important, cette mécanisation responsable, inévitable, ou les deux? Je pense que à la vitesse où sont allées les choses par rapport au monde, on va dire ça comme ça, le monde va vite, le progrès allait très vite, en même temps la consommation de masse se développait, augmentait, et il fallait bien que le paysan produise pour nourrir la société, et il ne pouvait le faire qu'en s'adaptant lui-même. S'adapter, c'est déjà commencer par les outils. Tout à fait. Et ces outils, quand il s'est agi de remplacer 2 chevaux par un petit Massey Ferguson de 25 chevaux, ça allait très bien. Mais quand il a fallu faire plus, faire des remembrements et se retrouver face à de grandes surfaces, et où il fallait toujours plus produire, là, il a bien fallu aussi passer à des modèles supérieurs avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de matériel accroché derrière. Et voilà, pour en arriver où on est arrivé aujourd'hui, dans une société où il faut de plus en plus produire. Et je pense que c'était là une partie du drame entre guillemets, dont je veux faire état aussi dans ce livre, c'est que en y allant à une telle vitesse, avec autant de puissance et autant de matériel, on a maltraité la terre. Christian Mal, je voudrais revenir d'un mot sur l'écriture des passages en patois que vous avez insérés dans votre livre, qui m'ont beaucoup plu parce que je comprends un tout petit peu la langue, mais que le lecteur se rassure, les réflexions en patois sont traduites en français. Alors il y en a une que j'adore et je vais vous la dire mais en français. Il ne sert à rien d'aboyer à la lune, il faut juste sortir ses mains des poches et foncer droit devant. Est-ce que ce sont des expressions que vous avez entendues dans votre enfance ou que vous avez collectées, ou comment sont-elles arrivées jusqu'à vous? Non, ça fait partie intégrante du langage que nous utilisons à la maison aujourd'hui. Nous parlons patois. Ah, c'est bien. Ici, bien entendu, je m'exprime en français, mais dès que je rentre à la maison, mon épouse et moi, nous parlons patois. Très bien. Et depuis ma plus tendre enfance, mes parents s'exprimaient en patois, à l'exception de l'avenue, je me souviens, ça va vous faire sourire, mais de l'avenue du docteur, quand l'un de nous était malade. Bon, là, on essayait quand même de lui parler français, parce que c'était le docteur. Hein. Oui. Ou alors, il y en avait un autre aussi, c'était le vétérinaire. Ah. Quand il venait de l'île Jourdain pour soigner les vaches ou les cochons, alors là, bien sûr, le docteur vétérinaire, on lui parlait en français. Ah bon, il devait connaître un petit peu de patois quand même. Ah oui, mais bon, on se sentait obligé. Parce que c'était le vétérinaire. Et oui, c'était un savant. Donc, on lui parlait en français. Ah, mais oui. À la maison, que ce soit mes grands-parents, mes parents, mes frères et sœurs,
nous, encore aujourd'hui, nous parlons patois. Ah oui. De Il n'y a ce- pas eu de blocage, enfin d'interdiction dans la famille, parce que moi je me souviens à un moment donné à l'école, il fallait surtout ne pas parler patois, parler français. Donc je vous parle de la génération de ma mère, par exemple. Elle avait pour interdiction de parler patois en classe. C'est ça. Alors, bon, il faut bien dire que notre défunte, notre vieille maîtresse bien-aimée, je dirais, nous accueillait à 5 ans. Elle parlait patois. Parce que nous ne savions pas un mot de français. Oui. Moi, je suis arrivé avec ma petite sœur à l'école pour la première fois. C'était du patois à 100%. Et donc, la maîtresse faisait la transition. À moitié en patois, à moitié en français pour nous mettre le pied à l'étrier un petit peu. Mais la première année était consacrée à passer au français. Parce qu'on ne savait pas. Tout bonnement, pour nous, c'était le français, c'était une langue étrangère. Une langue étrangère, oui. Tout à fait. On ne savait pas faire. Ouais. On savait Mais pas ça faire. s'est fait facilement, en fait. Oui, ça. très Voilà. très Puis facilement. surtout si la maîtresse était, si elle était bilingue. Oui. Oh, Enfin, bilingue. C'était un ange. En aparté, avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et nous sommes avec Christian Mal, auteur de Arsène le vieux laboureur, et je crois que Christophe a une question à poser à l'auteur. Alors Christian Mal, moi ce livre, je ne l'ai pas lu, je le rappelle aux éditeurs, et c'est un livre qui m'intéresse. Alors je vais vous expliquer pourquoi, je vais faire un grand parallèle. Des Griveauloux, c'est mon livre de chevet. C'est mon livre de chevet parce que c'est le livre de ma grand-mère. Ça raconte son histoire. Et c'est l'histoire de l'agriculture. Vous allez me dire, c'est un siècle à l'autre. Mais est-ce que vous rentrez dans cette suite de Claude Michelet, dans l'évolution de l'agriculture? Oui, d'abord, merci pour cette question, parce que j'aime beaucoup ce qu'a fait Claude Michelet, de même que tout ce qu'a pu faire Christian Signol. Claude Michelet, oui, parce que cette agriculture-là, c'est celle que moi je suis tombé dedans tout petit, j'y suis né dedans. Et encore une fois, il n'y a pas de nostalgie, c'est juste que je me souviens. Et puis quelque part, vous savez, quand on s'assoit, qu'il fait soleil au bout d'un pré et qu'on se sent bien, il y a juste le bruit du vent dans les feuilles. Je me dis, cette agriculture-là, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et à défaut de ne plus pouvoir la protéger parce qu'elle a disparu, elle s'est transformée en autre chose, je me dis qu'il faut en parler, il faut expliquer ce que c'était, et mieux comprendre peut-être que si aujourd'hui on a beaucoup moins de fleurs, beaucoup moins de petits animaux qui reviennent, tant mieux, il y a des raisons à tout ça. Et pour moi, le meilleur stimulant, ce sont mes petits-enfants. Mes petits-enfants qui me posent des tas de questions, justement, comme comment c'était, vous savez, cette expression, dans le temps. Eh ben, dans le temps, alors ça veut dire déjà que je suis vieux, un peu. Mais en même temps, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai l'image et le vécu et l'amour de cette paysannerie-là, oui. Je partage les idées. Mais cet attachement à l'agriculture, enfin pour moi le drame de l'agriculture, c'est la disparition de cette génération d'agriculteurs d'avant la Seconde Guerre mondiale. C'est lorsqu'ils sont décédés que l'agriculture a fait un véritable bond en avant dans son industrialisation et ses grands défis. Et dans les années 80, l'agriculture était encore à peu près mesurée. Un peu, mais bon, papa a fait la dernière guerre, comme beaucoup. Il en est prisonnier, il en est revenu tout à fait à la fin. Et cette génération, si vous voulez, encore travaillait à l'ancienne mode. Le progrès n'est pas arrivé tout de suite après la guerre. Et là, le tracteur n'était là que pour aider l'homme et non pas pour aider l'exploitation. Oui, mais pas encore. Il s'est passé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé dans cette région-ci de la Basse-Marche, en tout cas, dont je parle, il s'est bien passé entre 10 et 15 ans avant que n'arrivent les premiers tracteurs. Cette quinzaine d'années, au moins, c'était notre vieille agriculture avec les bras musclés, les chevaux et les bœufs. Et les bœufs, papa m'a appris à les atteler. Vous avez appris à les guider au champ? À les guider aussi. En chantant?
Ah, pas en chantant, je chante faux comme une poêle. Mais c'est ce qui se faisait avant. Mais c'est ce qui se faisait. On appelait ça beau la loube. Voilà. Et bon, ça j'ai vécu. Atteler, harnacher un cheval, un gros percheron, c'est pas facile, mais j'ai appris, j'avais 13 ans. J'ai appris. Mon père m'a appris. Donc ça, aujourd'hui, je sais le faire. Encore, si on me donne un cheval et les harnais, il y en aura pas pour longtemps. Les bœufs, c'est pareil. Alors que une paire de bœufs, il fallait du temps pour apprendre à les lier sous le joug. Je sais faire et je m'en souviens. Et je Mais peux du coup, le faire Christian Mal, vous nous dites que vous n'êtes pas dans la nostalgie, mais quand même un peu. Allez, un petit peu. Un petit peu. Oui, un petit peu. Et j'avais une dernière question, si Christophe est bon. Comment fait-on pour se procurer votre livre, hein, qui est édité aux éditions BOD? Alors, on peut l'avoir dans toutes les librairies maisons de la presse de France et de Navarre. Il y a pas de problème. En Navarre aussi. En Navarre aussi. Et il y a aussi le site internet à l'aide duquel on peut directement commander un de mes livres. D'accord. Ils y sont tous. D'accord, très bien. Eh bien, merci à vous. Merci Christian Mal, merci beaucoup de votre gentillesse. Au revoir. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt sur les ondes de RMJ. On va se séparer en écoutant une chanson de Marc Michel qui s'intitule Un paysan s'en va. Merci à tous et à bientôt. Toi, ma vieille terre de France, si longtemps cultivée par des gens qui t'aimaient, que se passe-t-il donc qu'il faille aujourd'hui oublier le sillon? Est-ce pour une friche abandonnée des hommes que tu es destiné? Toi qui pourtant savais si bien prendre soin de ces gens qui près de toi vivaient. Un paysan s'en va, empêche-le de partir, car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la vie là dans notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. Toi qui dans ton cœur pourtant désirais qu'une chose, celle de vivre au pays.